Bonjour, donc je m'appelle Deva. C'est la première fois que je vais parler en public du pranisme et puis même de ma vie tout court. Donc je suis un petit peu impressionnée, mais je pense qu'une fois que ça va être parti, ça va être parti. Donc je vous remercie de votre écoute, je vous remercie d'être là. J'ai envie de remercier aussi les organisateurs de ce festival, sans quoi ça n'aurait pas lieu. Et c'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir se retrouver tous ensemble, de sentir l'énergie, d'être dans cette communion d'intérêts. Donc je remercie les organisateurs. Je vais vous parler de mon parcours pranique, mais avant de vous parler de mon parcours pranique, j'ai envie quand même de vous parler un petit peu de mon parcours avant le pranisme, pour que vous sachiez un petit peu d'où je viens et d'où je parle. Parce que le prana, pour moi, ça a été un peu... L'image qui m'est venue quand j'ai rencontré le prana, j'avais l'impression que c'était un peu la cerise sur le gâteau. J'avais vraiment cette image, c'est-à-dire que comme si j'avais eu tout un gâteau qui s'était construit avant. Et puis le prana, c'était vraiment ce qui venait... je sais pas... C'était la cerise sur le gâteau. Et puis en fait, petit à petit, en cheminant dans le prana, je me suis rendu compte que c'était un aboutissement de quelque chose, mais c'était aussi le début d'autre chose. Et que du coup, il y avait tout un travail à entamer une fois qu'on avait rencontré le prana, le pranisme. Voilà. Les mots ne sont pas très importants pour moi. Je voudrais dire que j'ai entendu beaucoup de choses pendant ces quelques jours et que je me suis un peu identifiée à chacune des conférences. Je me suis reconnue dans chacun. Il y avait des fois des idées qui divergeaient, on n'est pas toujours d'accord, mais moi ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que je parle de là où je suis et là où de ce que j'ai compris aujourd'hui, de ce que moi je vis et ce que je comprends de la vie, de comment ça marche. Mais j'ai aussi compris que, je suis aussi à un endroit où j'ai plus aucune certitude. Donc, avoir compris des choses, ça m'aide à vivre. Et puis, voilà. Mais je sais que, en fait, on ne sait pas grand-chose. Donc voilà. Mais après, peut-être que certaines choses que je vais dire peuvent paraître comme des certitudes, mais c'est juste parce que ça me permet de mettre du sens, de comprendre, etc. La seule certitude que j'ai, c'est vraiment un peu comme nous a partagé Dominique hier, c'est d'être traversé par l'amour. Et en fait, depuis longtemps, mais je ne le savais pas. Ça a pris vraiment forme dernièrement. Et j'ai compris un peu tout un tas de choses que je vais essayer de vous expliquer. Mais voilà, la seule certitude que j'ai, c'est de me sentir aimée par la vie et d'aimer la vie. Et depuis que j'ai vraiment conscientisé ça, ça me permet d'être beaucoup plus, de donner beaucoup plus. Voilà, je vais expliquer un peu tout ça. Pour parler de mon cheminement, je le vois un peu sur 3 chemins en parallèle. Il y a eu le chemin psychologique, parce que je suis psychologue, le chemin spirituel et le chemin alimentaire. Donc le chemin psychologique, quand je suis rentrée en terminale, on a eu philo et on a commencé par Freud. Et moi j'ai dit, je veux être psychologue. Je ne savais pas du tout ce que c'était. J'avais juste entendu un cours sur Freud et ça m'a dit, je vais être psychologue, mais sans avoir aucune idée. Donc mon premier plongeon dans la vie, ça a été de dire, je vais être psychologue, sans savoir vraiment où j'allais. Et puis comme quand il y a quelque chose vraiment où je me sens appelée, j'y vais à fond, je l'ai fait à fond. Donc en effet, je suis devenue psychologue. Le deuxième plongeon important dans ma vie au niveau psychologique, ça a été... le deuxième important, ça a été de faire des enfants très jeunes pendant mes études de psychologie. Et pareil, c'était un plongeon complètement fou, sans savoir où j'allais. Mais j'ai découvert après... beaucoup plus tard que nos enfants sont nos maîtres et que du coup, c'est tout le moyen que j'ai trouvé pour avoir des maîtres à disposition à la maison. Donc mes 2 filles ont été vraiment mes plus grands maîtres, je crois. Ensuite, le deuxième plongeon important, le troisième maintenant du coup, du côté psychologique, ça a été d'ouvrir mon cabinet parce que je l'ai ouvert d'une manière assez particulière dans le sens où
il y a un homme qui avait le double de mon âge, un ami de mon père, qui m'a dit ouvre un cabinet. Je lui dis non mais t'es fou, je suis beaucoup trop jeune, j'avais 30 ans. Dans ma tête, on ouvrait un cabinet à 40 à l'époque. C'était il y a un moment déjà et ça a changé aujourd'hui, mais voilà. Et je lui dis t'es fou, je suis pas du tout prête, etc. Et puis tout le temps d'un repas, il essayait de me convaincre, puis je donnais toujours des arguments négatifs. Et à la fin du repas, il me dit si tu te mets toujours des bâtons dans les roues, tu n'iras jamais nulle part. Et ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, bah, si lui, qui a 2 fois mon âge, il croit que je suis capable d'ouvrir un cabinet, bah, allons-y. Donc j'ai ouvert un cabinet avec juste mes études de psycho et un peu d'expérience, mais pas beaucoup de travail personnel. Donc j'allais vraiment, je plongeais vraiment dans le truc. Mais la seule chose que j'avais, c'est l'amour de l'humain, l'amour de mon prochain. Et ça aide beaucoup quand on est psychologue. Et ça, j'ai compris que très récemment, l'année dernière, que cet amour que j'avais, en fait, il m'appartenait pas en tant qu'humain. En fait, c'était juste que j'étais déjà traversée par cet amour divin, mais je savais pas lui mettre des mots. Mais en fait, c'est ça qui m'a aidée et c'est ça qui a fait que j'ai réussi dans ce métier, c'est que j'étais déjà traversée sans en avoir conscience et je me laissais déjà traverser. Donc j'étais déjà vraiment dans cette écoute. Et je l'ai compris parce que j'ai vu qu'il y avait des patients qui étaient quand même des fois plus difficiles que d'autres. Et je me demandais, mais comment en tant qu'humain je pouvais arriver à les aider. Et en fait, je me suis dit, bah non, c'est pas mon humain qui l'aide, c'est vraiment ce qui passe à travers moi et ça m'appartient pas. Et donc ça c'est des découvertes que j'ai faites récemment. Donc ça, c'est mon parcours psychologique. J'ai ouvert mon cabinet en 2003. Et puis j'ai commencé en fait mon travail personnel qu'en 2007. Donc, non, 2006, donc quand même 3 ans après. Donc j'ai fait 3 ans où c'était vraiment un peu de l'écoute basique. J'avais la formation assez psychanalytique de l'école. Et puis en 2006, une épreuve personnelle m'a fait rencontrer l'EMDR. Et ça a été une énorme rencontre dans ma vie. L'EMDR, c'est l'Eyes Movement Desensitization et Reprocessing. Et c'est une méthode qui permet de traiter les traumas. Donc moi j'en avais beaucoup, donc le MDR ça a été vraiment le début d'une guérison profonde. Et en fait, très vite en découvrant le MDR pour moi-même, je me suis formée et très vite j'ai pu l'appliquer à mes patients et très vite du coup ça a fait exploser ma pratique parce que là je devenais vraiment efficace, quoi. Avant j'écoutais, ça apportait du bien-être aux gens qui étaient écoutés, mais le MDR, il y avait vraiment une efficacité et un changement chez les gens. Donc ça, c'était un gros travail. Et très vite après mon travail, quand j'ai commencé mon travail en EMDR, le spirituel est arrivé. Je ne sais même pas ce que ça voulait dire, le mot spirituel à l'époque. C'est juste que quand j'ai décrit à un copain mon état, une fois j'avais traité mes traumas, il m'a donné des livres spirituels à lire. Il m'a dit, vu l'état dont tu me décris, j'étais dans une espèce de calme émotionnel. Il m'a donné plein de bouquins spirituels et j'ai commencé à lire. Et alors là, je me suis nourrie de livres spirituels pendant des années, hindouistes, bouddhistes, catholiques, judéo-chrétiens, pas beaucoup juifs, mais quand même. Enfin, plein de livres, mais dans des années, c'était vraiment une boulimie de livres, je lisais. Et en fait, je ne me rendais pas compte que pendant que je lisais tout ça, il y avait un travail intérieur qui se faisait, en fait, une maturation. Et du coup, quand je suis arrivée à ma première retraite chez Arnaud Desjardins, qui venait juste de mourir à l'époque, j'ai fait une retraite en 2011 chez lui. Il était mort en août, début août, je crois, et je suis venue en septembre. J'ai eu une première expérience d'éveil très forte qui a vraiment fait qu'il y a eu un avant et un après. Voilà, pendant une méditation, j'ai vraiment la conscience que ma conscience était dans ce corps, mais qu'elle aurait très bien pu être dans le corps du voisin, de la voisine, de ma mère, de mon père, de ma soeur, de mon frère, même dans les objets. J'avais cette conscience forte que ma conscience n'était pas juste là. Enfin, voilà. Et ça a changé ma vie dans le sens où je ne pouvais plus regarder personne de la même manière, parce que la conscience d'être qui j'étais, je regardais une personne, je me disais, mais en fait, j'aurais pu être cette personne, ma conscience aurait pu être dans cette personne, ou dans celle-là, ou dans celle-là. Donc je ne pouvais plus du tout regarder les gens pareil. Et ça m'a apporté une paix qui a duré plusieurs années. J'étais vraiment dans une paix totale, une paix assez importante. Et au point que même un jour, je me suis dit, j'étais à la messe, parce que moi j'ai été faire des retraites un peu hindouistes,
bouddhiste, enfin, je vais faire tout, et de temps en temps, je vais à la messe pendant des périodes. Donc j'allais à la messe et je me suis dit, en fait, pendant la messe, je me suis dit, pour être sûr que cette paix est durable, il faudrait que tu aies une grosse épreuve. Et 15 jours après, j'avais une grosse épreuve à surmonter. Bon, je suis restée dans la paix. Mais quelques années après, j'ai eu de nouveau une grosse épreuve dans laquelle je ne suis pas restée dans la paix. J'étais de nouveau dans le chaos. Mais j'avais beaucoup de travail encore à faire. Et en fait, voilà, les conditions se sont mises en place pour que j'ai de nouveau une grosse épreuve qui me permette de me remettre au travail, d'aller voir ce qui restait à voir, d'aller retravailler en profondeur. Donc voilà pour le parcours spirituel. Et parallèlement à tout ça, il y a eu un parcours avec l'alimentation parce que j'ai eu des problèmes digestifs très tôt dans ma vie. Après les grossesses et les naissances des enfants, j'ai commencé à avoir des problèmes digestifs, ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable, des choses comme ça. Et les premiers médecins que j'ai consultés m'ont dit bon, on va vous donner un traitement pour les symptômes, mais bon, ça doit être dû au stress et puis ça sera toute votre vie, quoi. Et comme je faisais déjà beaucoup de travail sur moi et je travaillais beaucoup sur le stress, je faisais de la méditation, etc., je me suis dit, cette réponse ne me suffit pas. Et puis prendre un médicament toute ma vie, c'était hors de question. Il fallait que je comprenne. J'ai pris très peu de médicaments dans ma vie. Je voulais comprendre d'où ça venait. Donc j'ai commencé à... J'ai pas cherché vraiment, c'est venu à moi. Et donc j'ai entendu parler que le gluten, le lactose n'était pas bon. Allez hop, on enlève. Ensuite, j'ai rencontré le crudivorisme. Alors ça a été une grosse étape. J'ai commencé, alors moi comme je fais toujours les choses à fond, j'ai fait 6 mois de crudivorisme à fond. Donc là, en 6 mois, j'avais vraiment rien touché d'autre que des choses crudivores. Et là, du coup, hop, ça m'a ouvert des perceptions médiumniques. Donc ça a été un gros truc aussi de découvrir que je pouvais capter des messages, surtout des morts, etc. Et puis j'ai vu que toutes mes maladies partaient. En 6 mois de temps, j'avais plus aucun trouble physique, sauf la digestion. Parce que le crudivorisme, le problème, c'est qu'il y a quand même des choses difficiles à digérer. Donc j'avais soigné mes autres problèmes, arthrose, allergie, asthme, tout ce que vous voulez. Je voyais mieux, j'ai enlevé mes lunettes, depuis j'en ai plus jamais remises. Je dis pas que je vois toujours très bien, mais je porte plus de lunettes. Et par contre, la digestion, ça n'avait pas réussi. Et puis au bout de 6 mois, comme c'était quand même avec la force que je faisais ça, hein, c'était avec la volonté et tout, au bout de 6 mois, à la galette des rois, j'ai replongé parce que j'adore la galette des rois. Et en fait, il a suffi d'une part pour que je me remette à manger d'autres choses. Mais quand même, pendant des années, je suis restée, on va dire, entre 60% crudivore et 90% crudivore suivant les périodes. Mais je voyais bien que dès que je remangeais, ça allait pas bien, quoi. Et parallèlement à tout ça, en 2011, j'ai entendu, je crois que c'était avant le crudivorisme ou pendant le crudivorisme, peut-être entre 2000, ouais, peut-être dans les années, mais je crois que c'était assez loin. Bon, j'entends quelqu'un qui parle du pranisme sur YouTube, c'était à l'époque Alina Rouel, et j'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. Et moi, je suis psychologue, donc ça me faisait un peu compliqué, parce que je la regardais, je me disais, c'est peut-être une anorexique, mais en même temps, elle rayonnait tellement que ça me paraissait pas possible qu'une anorexique ait autant de rayonnement et parle d'amour autant et l'air aussi nourri par l'amour, quoi. Donc là, il y a quelque chose qui allait pas, mais en même temps, c'était tellement hors de ma conscience que hop, j'ai balayé, j'ai mis de côté, j'ai dit oh non, bon, je veux plus, c'est bon. Et puis, c'est revenu pendant le Covid, j'écoute une youtubeuse qui parle de tout à fait autre chose, pas du tout du pranisme. Et puis à un moment donné, elle dit ah oui, mais moi de toute façon je suis pranique. Et là, c'est la deuxième fois que j'entendais ça. On était en 2020. Je dis ah, là ça fait la deuxième fois, là il faut vraiment que j'aille voir. Et alors là, pareil, comme je fais toujours tout à fond, pendant 3 mois, j'ai fait que lire des trucs comme ça, regarder des vidéos de YouTube, etc. Et puis je connaissais tout sur le sujet, mais je me disais oh là là, c'est trop compliqué. À l'époque, en 2020, il n'y avait encore que les processus de Jasmine. Donc je dis ah non, ça c'est... Je me sens appelée, mais dans 20 ans. Ouais, dans 20 ans. Ça me paraissait une bonne échéance. Et puis ça me paraissait tellement loin que j'ai arrêté, j'ai oublié tout ça. Mais en fait, ça a dû travailler en sourdine. J'ai fait des jeûnes longs, j'ai vu naturopathe, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Et en 2022, j'en étais arrivée, j'étais repassée par crudivore, puis j'étais arrivée à être frugivore.
pendant à peu près un mois. Et puis là, je me lève un matin et ça me dit, va relis le livre d'Henri Montfort. Et je relis le livre et là je me dis, ah bah là c'est pas dans 20 ans, là c'est maintenant. Et puis alors, j'avais pas vu encore trop qu'il y avait des processus au liquide, donc je me dis, je vais essayer toute seule. On est au mois d'août, c'est les vacances. Oui, moi je suis assez forte, je vais essayer toute seule. Oh, les 2 premiers jours, c'était super. Je me sentais nourrie, puis je voyais que vraiment la vie me nourrissait, etc. Puis au 3e jour, il y a la détox qui arrive. Puis j'avais encore un peu de boulot, donc j'avais des consultes. Et là, je me sens faible d'un coup, brutalement. Et je dis, ah non, ça va pas le faire, il faut que je remange. Donc j'ai remangé des fruits. Et le lendemain matin ou le surlendemain, 3 jours après, en me levant sur Instagram, je vois Judith Louis qui propose un processus de 8 jours, genre 3 jours après. Ah ben voilà, ça vient à moi. Donc j'ai fait un processus de 7 jours, 8 jours, 9 jours, je ne sais plus, avec Judith. Et puis en fait, au liquide light et dense, au liquide dense, j'ai trouvé ça hyper facile. Moi j'étais crudivore déjà, je mangeais des fruits, prendre que des liquides et puis plus ou moins dense, c'était tellement facile que je dis je vais aller plus loin. D'abord, je n'ai pas arrêté après le processus avec Judith. J'ai appelé Nicolas Pilars et je lui ai dit, moi je veux continuer. Alors il m'a dit, avant de refaire un processus début septembre, tu remanges 2 fois. Alors je dis, bon ok, je vais remanger 2 fois. Et puis j'ai commencé avec Nicolas. Et là j'ai fait 3 mois d'affilée de coaching en ligne. Et c'était vraiment hyper facile, j'étais vraiment tranquille. Je comptais mes calories, je faisais tout comme il disait, etc. Et j'étais vraiment toute contente. Et puis, au bout de 3 mois, je me suis dit, je vais me débrouiller toute seule. Les premiers mois, ça a bien tenu. Puis, début d'année, après les fêtes et tout, ça commençait à être un peu plus compliqué. Donc, j'ai refait un processus avec lui. Mais dans l'ensemble, toute la première année jusqu'en août 2023, j'étais au liquide. Et c'était à la fois facile, mais quand même petit à petit, je me rendais compte que je le faisais quand même avec la force de l'ego, de la volonté, du mental. Et là, je me suis dit, c'est pas ok. Et puis parallèlement à tout ça, en fait, le pranisme, quand on commence à être vraiment au liquide, il y a beaucoup de choses qui changent et vite, très vite. Des choses, en fait, on ne peut plus se mentir, on ne peut plus mentir aux autres, on est vraiment en train de s'aligner de plus en plus avec soi-même, on ne peut plus faire des choses qui ne sont pas en accord avec soi-même. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Et donc, moi je vivais en couple, mais je sentais que ça allait, que je voulais me séparer, mais en même temps je n'arrivais pas à vraiment me l'avouer vraiment complètement. Et puis quand je suis allée au festival Pranic l'année dernière, là j'ai plus le choix que vraiment de me dire non mais moi je veux vivre seule maintenant. Mon chemin ça m'amène à vivre seule. Hier on a parlé d'attachement, quelqu'un a parlé de l'attachement. Moi j'étais vraiment, j'avais vraiment des troubles de l'attachement et notamment des dépendances affectives, donc j'ai eu beaucoup de relations dans ma vie et je ne me voyais pas du tout vivre en couple. Mais là, de me mettre au liquide et de m'aligner avec moi-même, j'ai vu que vraiment je voulais vivre seule et voilà, être avec moi-même et c'était vraiment clair. Donc l'attachement a été réglé aussi d'une certaine manière, les troubles de l'attachement qui pouvaient rester, qui étaient déjà bien avancés, enfin c'était quand même déjà, il y avait pas mal de choses qui étaient réglées, mais quand même, je continuais quand même à accepter des choses et à vivre avec quelqu'un alors que ça me convenait plus complètement. Donc là, ça a vraiment réglé ce problème très clairement. Je ne sais plus si c'est Judith qui a parlé de ça hier. Enfin, voilà. Non, c'est Zila ce matin. Voilà, donc je suis arrivée en août et j'ai dû prendre la décision de me séparer. Et je suis rentrée du Cocoré et je me suis dit, bon, je repars pour une année. Là, il n'est pas question d'arrêter parce que de toute façon, je voyais bien que tous mes problèmes de digestion avaient été réglés. Donc ça, c'était vraiment le signe que j'étais sur la bonne voie parce que ça n'avait pas été réglé par le crudivorisme, mais ça a été complètement réglé tout de suite avec le liquide. En quelques semaines, j'avais plus aucun problème digestif. Donc c'était évident que c'était la bonne voie. Mais je me suis dit, je ne veux pas continuer au mental. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'ego qui me tient. Je l'avais vu en comptant mes calories, en pesant, ça devenait quelque chose d'un peu obsessionnel. Donc ça, je voulais plus ni compter mes calories, etc. Je voulais plus faire de processus parce que c'est facile quand on est accompagné tous les jours, on a quelqu'un, on se tient parce qu'on est dans un groupe.
Je voulais vraiment trouver ma propre voie, je voulais vraiment avancer toute seule et trouver comment faire. Mais je voulais plus le faire à la volonté, que ça soit vraiment plus simple. Et donc je me suis dit, bon bah si j'ai envie de manger, ou s'il y a parce que quand je me remettais à manger, de temps en temps c'était un peu compulsif, je me suis dit, bah tant pis, je vais laisser venir, je vais faire, je vais voir, puis on verra bien ce qui se passera. Donc j'ai passé là toute cette année qui vient de passer avec des périodes où j'étais au liquide pendant 15 jours, 3 semaines, 10 jours, une semaine, ça dépendait, puis intercalé avec des moments où où je mangeais du solide, plutôt le soir, de manière des fois un peu compulsive, et alors en bloquant sur vraiment certains aliments. Alors je me suis dit, bah, si c'est un aliment en particulier, bah, vas-y à fond, prends cet aliment et que celui-là à fond. Alors je me suis vue manger des paquets de gâteaux en 3 jours, 3 paquets de gâteaux en 3 jours, mais alors après j'en ai plus du tout envie. Je voulais plus de ces gâteaux, je voulais plus en entendre parler. C'était vraiment des mémoires, des trucs de l'enfance, des souvenirs. Bon. J'avais déjà entendu ça dans les conférences des autres, donc je me suis dit, j'avais vu que c'était pas grave. Et donc, bah oui, en effet, ça m'a dégoûtée et je suis passée à autre chose. Je regarde là. Donc, toute cette année, voilà, j'ai oscillé entre des moments au liquide et des moments où je remangeais de manière des fois un peu compulsive. Après, moi, ma façon d'aborder le pranisme, ça a été d'être coachée par Nicolas, et donc j'ai très vite compris que c'était vraiment une question de conscience et une question de changement de conscience, changement de croyance. Aujourd'hui, je suis arrivée à la conclusion, en tout cas en ce qui me concerne, qu'on vit nos croyances, donc ce qu'on croit, on le vit. Donc si on croit qu'on doit mourir, manger pour vivre, ben oui, il va falloir manger pour vivre. Et donc si on croit qu'on peut vivre sans manger, ben on pourra vivre sans manger. Maintenant, j'ai vu que cette croyance, en effet, elle est très dure à perdre. Donc moi, dès le départ, je me suis dit, si je veux perdre cette croyance, ben, il faut déjà que j'arrête de cuisiner, que j'arrête d'être dans la cuisine, de passer du temps dans la cuisine, etc. Alors que moi, qui mangeais des trucs plutôt frais, ben, je me suis dit non, je vais commencer à manger justement des trucs tout faits que j'ai pas besoin de préparer pour pas passer du temps, parce que je voyais quand je cuisinais, ça m'activait l'envie de manger. Donc moi, j'ai fait un parcours depuis 2 ans avec que des choses pas préparées. Et des fois, je suis essayée de revenir à préparer mes soupes, ou préparer mes purées, ou préparer des smoothies, etc. Mais tout de suite, je voyais que ça me donnait envie de consommer beaucoup plus. Donc moi, je fonctionne vraiment avec des choses toutes faites, pour avoir le moins de cuisine possible. Et puis avant, je me mettais à table, alors surtout parce que du coup, j'avais décidé de me séparer, mais là où j'ai vu que j'avais progressé dans mon développement psychologique et spirituel, c'est qu'avant, je me séparais des gens assez rapidement dans ma vie. J'ai eu des relations longues, mais certaines plus courtes, et quand je décidais de me séparer, c'était rapide. Et là, je vivais sous le même toit avec mon compagnon, et je me suis dit, là, on va prendre le temps de se séparer. Donc ça fait 1 an qu'on cohabite dans la maison, et ça se passe très très bien. Et donc voilà, le seul moment qu'on partageait dans la cohabitation, c'est que lui, le soir, il se fait à manger, et donc c'était un peu le moment où on échangeait. C'est ça qui a été difficile, de rester au liquide, parce que quand quelqu'un cuisine à la maison tout le temps, ça sollicite, voilà. Et donc en fait, je me mettais à table. Et là, dernièrement, il y a quelques mois, je me suis dit, bon, si tu veux vraiment continuer à avancer, te mettre à table tous les soirs, visiblement ça ne va pas t'aider. Donc ce que j'ai fait, l'étape suivante, ça a été de ne plus me mettre à table. Et puis l'étape dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est de me dire, maintenant je ne veux plus utiliser de cuillère, donc plus de soupe à la cuillère ou de purée à la cuillère. Si je prends des soupes, je les bois, et plutôt des soupes légères. Et j'essaye que ça soit toujours bu plutôt que pris avec une cuillère. Et donc en effet, ça, je sens que ça marche bien. Alors pourquoi je continue? Parce que je vois bien que ma santé est toujours meilleure quand je suis au liquide. Ma santé, ma conscience, mon état psychologique, tout est bien mieux quand je suis au liquide. Pourquoi j'allège?
parce que je pourrais rester avec des liquides denses, parce qu'en fait, plus j'avance sur ce chemin et plus en fait, quand je mange des purées ou des soupes épaisses, en fait, ça me fait les mêmes effets que le solide. Donc je vois bien que je suis appelée à alléger, à aller faire plus de légèreté. Et donc je continue sur cette voie comme ça. Ah oui, j'avais envie de vous parler un petit peu de la vie sociale. Au début, j'étais, comme je fais toujours les choses un peu à fond, et puis je pense qu'il y avait encore beaucoup d'ego l'année dernière, et je sens qu'aujourd'hui ça a un peu diminué, même s'il en restera toujours un peu, mais ça a beaucoup diminué, je pense, cette année. J'ai eu beaucoup de compréhension grâce au prana et d'autres pratiques. Donc socialement, comme je fais tout à fond, dès le début, moi j'ai dit à tout le monde, mais moi je mange plus. Je venais dans les repas de famille et je buvais de l'eau. Des fois, je suis arrivée dans le repas de famille, j'avais même pas de place à table. Mais je le prenais bien parce que je voyais bien que c'était moi qui générais ça et puis que c'était moi qui a mis tout ça, quoi. Donc ça a donné lieu à des trucs assez cocasses, assez marrants. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai évolué. Il y a une grosse évolution, une grosse compréhension que j'ai, les vraiment grosses compréhensions que j'ai eues depuis les 2 dernières années avec le prana, c'est vraiment le fait que tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Ça, je l'avais beaucoup lu, beaucoup entendu, le fait que ce qu'on voit en face de nous, c'est notre miroir, etc. Je l'avais beaucoup lu, mais je ne l'avais pas intégré, et là, je sens bien que je l'ai intégré. Et alors, c'est vraiment magique, parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas à l'extérieur, ou qui ne me va pas, tout de suite, je me dis... et je trouve toujours. Je trouve toujours ce qu'il y a chez moi, que je n'ai pas encore accepté, que je n'ai pas encore embrassé, comme disait Dorian au tout début du festival, que je n'ai pas embrassé, que j'aime pas encore suffisamment en moi, et que je vois à l'extérieur. Et puis du coup, ça se dissout très rapidement. Et pourquoi je disais ça? Ah oui, parce que du coup, par rapport à la famille, oui, au départ, j'étais là un peu à me mettre à l'écart, ou en tout cas à vouloir montrer que moi, j'avais trouvé quelque chose encore de nouveau et de mieux que les autres. Et en fait, petit à petit, donc j'ai vachement évolué là-dessus. J'ai beaucoup travaillé aussi la dernière année sur la question du bien et du mal, et de sortir du jugement en bien et mal. J'ai fait un gros travail là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne vois plus la vie en noir ou blanc, bien et mal, mais vraiment comme quelque chose d'unitaire. Je suis revenue dans l'unité. Et du coup, il y a eu plusieurs fois où je suis allée à la fois... Des fois, je suis allée à des repas de famille sans manger. Des fois, je suis allée, j'ai mangé. Et en fait, je me suis adaptée un petit peu aux circonstances. Mais comme disait Zila, je ne sais plus l'une des deux, mais ça a été toujours un enseignement. À chaque fois, je me suis demandé pourquoi j'ai mangé, est-ce que ce que j'ai mangé, ça m'a fait du bien, ou est-ce que ça m'a fait du mal, comment. Donc c'est toujours un apprentissage, toujours un enseignement, j'en fais toujours quelque chose, c'est jamais sans raison, sans but. Voilà. Et oui, par rapport à cette façon de me présenter, justement, en sachant, j'ai vu que ça avait changé parce que maintenant, quand je me présente, j'ai vraiment l'impression que je transmets l'idée que moi je fais ça, mais je ne demande à personne de faire la même chose. Surtout, ne faites pas la même chose. Il faut vraiment que ça soit un appel personnel, et c'est un chemin qui n'est pas si simple que ça. Donc, si vous êtes appelé à le prendre, allez-y, mais il y a vraiment tellement d'autres chemins, et puis voilà, et puis on s'enrichit les uns les autres. Voilà, je crois que j'ai l'impression que j'ai partagé le plus gros du message que j'avais envie de donner. Je vais juste finir en disant que j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir partager avec vous aujourd'hui, parce que
je vais revenir sur la première expérience d'éveil que j'ai eue en 2011 chez Arnaud Desjardins. J'ai eu cette première compréhension que la conscience, elle se situait partout, en toute chose, et qu'elle n'était pas personnelle. Et puis j'ai eu aussi un message la nuit, j'étais juste après cette prise de conscience, je me suis endormie très difficilement parce que c'était quand même un truc énorme que j'avais vu. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir, je me suis endormie que quelques heures, et au moment de me réveiller, entre la veille et le sommeil, je me suis sentie vraiment baignée de lumière et d'amour, mais vraiment complètement baignée d'un coup, et j'ai entendu une voix qui me disait, à l'époque je ne m'appelais pas Deva, j'ai entendu Emmanuel, tu es appelé à donner tout ce que tu as reçu. J'ai compris que c'était tout l'amour que j'avais reçu et qu'il fallait que je leur donne. Mais à l'époque, je n'avais pas fait tout le chemin que j'ai fait aujourd'hui, et donc je ne voyais vraiment pas ce que j'avais à donner, vraiment. Et bon, je me disais, bon, dans ma profession, avec mes patients, en effet, je donne déjà un peu, mais pour moi, ça paraissait pas grand-chose. J'avais tellement de chemin encore personnel à faire, j'avais tellement de compréhension encore à faire que j'étais quand même beaucoup tournée vers moi, à part dans ma profession quand j'étais avec mes patients, mais en dehors, j'étais quand même beaucoup tournée vers moi. Et depuis quelques mois, je sens vraiment un énorme changement et je sens vraiment l'envie de donner, de partager beaucoup à plus grande échelle. Et je voulais remercier Nicolas Pilar de me donner cette occasion de pouvoir partager à plus grande échelle et de pouvoir vous donner l'amour que j'ai reçu. Donc je suis ouverte à vos questions. Oui. J'aimerais savoir, dans ton cheminement, qu'est-ce qui t'a aidé à être de moins en moins dans le jugement, c'est bien, c'est mal, et être de plus en plus dans l'unité? Alors, j'étais déjà vachement en train de travailler sur l'unité. J'ai fait pas mal de travail chamanique et pas mal beaucoup de psychothérapie EMDR. Quand je parle de la psychothérapie EMDR, je suis psychothérapeute EMDR, mais moi j'ai fait plus de thérapie EMDR que presque tous mes patients réunis. C'est-à-dire que quand je vois les thérapies que je fais avec les gens, mais moi j'ai fait des années avec des séances très rapprochées et très longues. Donc j'ai vraiment beaucoup travaillé en EMDR et ça a nettoyé énormément de traumas. J'ai fait du travail chamanique aussi, avec des voyages, etc. J'ai fait de l'hypnose spirituelle, j'ai fait des choses comme ça. Donc j'ai nettoyé de plus en plus, donc vraiment le nettoyage. Mais j'étais encore un peu dans le jugement. J'ai eu un déclic, il y a je sais pas 6 mois, j'ai eu un déclic assez fort. Avant, même si j'étais pourtant psychologue et je voyais bien la souffrance des gens, etc., mais je pensais toujours quand même qu'il y avait un bien et un mal, quelque chose, etc. Et bon, j'essayais de travailler pour comprendre comment le bien et le mal fonctionnaient ensemble. Mais j'ai eu un déclic en regardant un truc, une vidéo un truc complètement glauque sur Netflix. C'était une vidéo sur la femme de Fourniret. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet homme qui avait abusé et tué beaucoup de femmes, et d'enfants et de femmes. Et c'était sur sa femme. Et est-ce qu'elle était coupable, pas coupable? Est-ce qu'elle avait été complice, pas complice, etc. Et au bout d'un moment, je regardais ça et je me suis dit, mais pourquoi tu regardes un truc aussi glauque, quoi? Et en fait, j'avais un truc que j'avais du mal à me pardonner depuis des années par rapport à l'éducation de mes enfants, d'avoir laissé faire des choses par leur père que je cautionnais pas. Et à l'échelle de Fourniret, c'était minime. Et donc avant, j'avais toujours l'habitude de me comparer à des choses plus graves en disant, oui, mais enfin, c'est pas si grave, quoi. Et là, j'ai regardé ça et je me suis dit, non, il n'y a pas d'échelle au mal, il n'y a pas d'échelle à la souffrance qu'on inflige, même si c'est de manière inconsciente, hein, parce que je n'étais pas m'auto-flageller. J'avais du mal à me pardonner. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en regardant ces personnes et entre guillemets, en me mettant au même niveau qu'elles, c'est-à-dire que pour moi, je les regardais en me disant, je ne suis pas mieux qu'elles, en fait. Il n'y a pas d'échelle de valeur du mal.
de ce qu'on pourrait dire le mal. Et du coup, en ne jugeant pas des gens comme ça, bah, je ne pouvais plus me juger non plus. Et donc c'était en fait les deux en même temps, c'est-à-dire comme si j'arrêtais. Et alors en arrêtant de juger des actes aussi graves en apparence, et en connaissant toute mon histoire et tout ce que ça avait comporté et en quoi aussi tout ce que j'avais pu vivre avait été enseignant. Donc en fait j'ai compris qu'en fait un acte mauvais entraîne derrière un acte bon. Donc et inversement, des fois un acte bon entraîne quelque chose de mauvais derrière. Donc en fait, on ne peut plus savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal en fait. Et je pense que Nicolas Pirlard, c'est beaucoup, et aussi beaucoup dans cette prise de conscience, parce que pendant les coachings, il répétait souvent « tout est parfait ». Et ça, je pense que c'est pareil. Ça fait partie de l'intégration de « il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal ». Et même les guerres, hein, il disait on est tous à l'origine des guerres. Et c'était difficile à comprendre, mais en fait oui, parce que le moindre désamour qu'on a pour la première des personnes autour de nous est le début de la guerre dans le monde. J'avais envie de commencer ma conférence avec une citation, et puis je ne l'ai pas fait, mais j'ai envie de vous la donner maintenant. Quand je suis allée chez Arnaud Desjardins, il venait juste de mourir, il était enterré, et sur sa tombe, il avait fait écrire à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est Jean, dans l'évangile de Jean. Et je l'ai recopié et je l'ai mis sur mon tableau de maître dans mon bureau. J'ai tous mes maîtres et puis j'ai cette phrase. Et en fait, s'il y a une personne ou un sentiment négatif envers quelqu'un, c'est le début de la guerre. Et ça commence par soi. Ça commence par soi. Voilà. Oui. Oui, bonjour. Par rapport à l'ego, il y a comme un cheminement en disant tiens, donc des fois il pose difficulté. Donc comment aller résoudre ça? Alors l'ego, pour moi, c'est en tout cas, moi c'est tout. L'ego, il s'est dissous petit à petit en traitant toutes les parties blessées, en traitant tous les traumas, toutes les parties blessées, tout ce qui souffrait, tous les jugements qu'on pouvait avoir, c'est de la souffrance en soi. Donc, en voyant toute la souffrance qui pouvait être en moi, et ça évolue de plus en plus. Et c'est aimer ces parties-là. Et donc, en fait, plus on aime ces parties-là, plus l'ego, il a de moins en moins d'envie de s'exprimer. Parce que quand je parlais tout à l'heure de quand je pensais que ce que moi je faisais c'était mieux que ce que faisaient les autres, c'était qu'il y avait encore des parties blessées qui avaient besoin de reconnaissance. Et quand j'ai compris, quand j'ai senti que j'avais plus besoin de reconnaissance, j'ai plus besoin de dire aux autres ce qu'ils devaient faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question encore? Oui, oui, encore. Dans le cheminement, j'entends qu'il y a une invitation à aller vers ce genre de pratique. Et ça peut être une écoute corporelle en disant tiens, mon système digestif il fonctionne bien, pas bien, mieux. Et du coup, ça permet de guider un petit peu sur la manière de procéder, de cheminer. Oui, alors, oui, c'est-à-dire que même si je pense maintenant plus qu'il y a quelque chose de bien ou pas bien, moi je ne peux que constater que manger liquide, ça m'a ouvert énormément de portes, ça, malgré tout le chemin que j'avais fait avant, malgré toutes les pratiques, ça m'a permis vraiment d'installer des choses, même s'il y a eu des prises de conscience dans des séances de thérapie, de chamanisme, d'autres choses. Manger liquide au quotidien, ça permet vraiment d'installer ce qui est compris dans les séances ailleurs. Donc évidemment, je ne peux qu'inviter les gens
à découvrir ça. Mais ça commence, on peut commencer très petit. Hein. On peut commencer très petit parce que moi, déjà avant d'être crudivore même, j'avais déjà commencé à faire du jeûne intermittent, donc je mangeais que 2 fois par jour déjà. Après, j'ai commencé à essayer de manger qu'1 fois par jour. Bon, ça, j'ai jamais réussi. J'ai réussi que quand j'étais au liquide. Mais avant d'être au liquide, j'avais du mal. Je faisais des petites incursions. Bon, tout ça pour dire qu'on peut y aller tout doucement. On peut commencer à supprimer un repas. Ou alors, on peut commencer à remplacer un repas par un repas liquide. Et puis un repas liquide avec de la purée, de la compote, c'est déjà des trucs lourds, enfin c'est déjà des trucs denses qui font comme un vrai repas. Et donc quand on commence tout petit comme ça, ben en fait on avance petit à petit sans s'en rendre compte. L'organisme s'allège. Nos organismes ils sont surchargés d'aliments, surchargés. On mange beaucoup trop pour nos besoins. On est devenu, c'est une addiction la nourriture, je crois, dans notre société. C'est devenu une addiction pour beaucoup. Donc il faut la traiter comme une addiction. Alors certaines addictions, on peut arrêter du jour au lendemain, ça marche, mais pour la nourriture, on ne peut pas faire ça. Donc il faut trouver un autre moyen. Donc il faut diminuer, il faut alléger, il faut... Et on a des effets tout de suite, je pense, quand on commence à diminuer. Oui ? Nourriture liquide. Est-ce que tu entends les végétaux, les jus de fruits quelle catégorie? Parce qu'après, purée et compote, c'est quand même assez dense. Oui. Alors, normalement, pour se repérer, on dit tout ce qui passe dans une paille. Donc ça serait bien de faire des compotes un peu liquides qui passeraient dans une paille ou des purées un peu liquides qui passeraient dans une paille, ça serait l'idéal pour commencer plutôt que des grosses purées épaisses. Voilà. Si on veut être au liquide et puis voir un peu des effets, ça peut être... Ouais, voilà. Il faudrait que ça passe dans une paille. Moi, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Moi, j'ai commencé au liquide avec des yaourts végétaux, des compotes, des purées, vraiment avec des choses très denses. Et puis, j'en mangeais des fois des grosses quantités, etc. Mais je diminuais petit à petit. Et je vois en tout cas qu'en 2 ans, ça n'a fait qu'évoluer. Même s'il y a des moments où je repasse par des périodes un peu compulsives, c'est vrai. Ça n'a fait que évoluer et quand je suis au liquide ça a aussi évolué, c'est-à-dire qu'au liquide j'avais besoin quand même de rester avec de la densité et maintenant je vois que j'ai vraiment besoin d'alléger, donc il faut vraiment y aller petit. Nicolas Pilartz parle de la phase d'initiation quand on fait les processus, de transition et de manifestation. Donc moi je me considère dans la phase de transition. Et la phase de transition, il nous a dit ça peut durer 10 ans. Hein. Question complémentaire, est-ce qu'il y a des coupures dans la journée dédiées au repas, liquide notamment, et puis le reste de la journée, non, tu vois rien? Alors, moi, c'est très variable. Je peux rester des journées sans rien prendre jusqu'à 3-4 heures l'après-midi. Je peux prendre de la chicorée dès le matin, c'est assez variable, mais souvent j'aime bien prendre quelque chose le matin. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir variable à cause de quoi. C'est-à-dire que si je suis très occupée avec des activités qui me nourrissent, je vais rester sans rien jusqu'à 3-4 heures, voire plus. Et si par contre je suis dans des activités moins nourrissantes ou dans des situations plus difficiles, je vais avoir besoin de boire beaucoup plus tôt. Et moi, jusqu'ici, en effet, j'ai toujours un peu du mal à lâcher l'idée du dîner. Le repas de midi, pour moi, ça n'existe plus. Dans mon référentiel, le petit déjeuner et le déjeuner n'existe plus. C'est-à-dire que voilà, je bois quand j'ai envie de boire, mais le petit déjeuner, il n'y a plus dans mon référentiel. Mais le dîner, ça reste encore un référentiel où c'est un moment où on mange. Donc le dîner, par exemple, des fois j'arrive le soir, j'ai bu dans la journée, j'ai pas du tout soif, ni faim, ni quoi que ce soit, mais je vais avoir envie de prendre quand même une petite soupe. Parce que c'est ce moment où on s'assoit, on se relaxe. En fait, la difficulté, quand on commence à rentrer dans ce mode de vie, la difficulté, c'est qu'on a plus de moments pour s'arrêter. Donc quand on est très actif comme moi, moi j'arrête pas, puis je prends pas de pause.
Et puis aussi, on a plus de temps la nuit, par exemple. Et des fois, on ne sait pas quoi en faire. Hein. Donc moi, je me suis vue remanger par des périodes, tout simplement pour ça, c'est que j'avais trop de temps, je ne savais pas quoi faire de mon temps, je prenais plus de pause. Donc en fait, c'est aussi ça la transition, c'est changer vraiment son mode de vie, trouver d'autres activités, remplir sa vie d'autres choses. Voilà, c'est vraiment un changement de vie profond. Justement, tu parlais de la nuit, et toi, c'était comment la nuit, justement, au début, est-ce que quand tu dors plus Alors, quand je dors plus, en fait, pour l'instant, c'est pas du tout stabilisé. Hein. Moi, je suis en transition, donc c'est très variable, mais je peux me coucher. Si je me couche avant minuit, par exemple, je vais me réveiller à 2-3 heures, mais en pétant la forme. Et là, du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Alors, je n'ai pas trop envie de lire en ce moment. Donc, et puis, je n'ai pas envie de me remettre sur un écran à regarder des podcasts. Donc, en fait, je ne sais pas trop quoi faire. Je peux me lever pour aller repasser si vraiment j'ai beaucoup de repassages. Alors là, je suis très contente parce que je fais mon repassage la nuit. Mais j'en ai pas toujours beaucoup, quoi. Donc, des fois, je ne sais pas quoi faire. Donc, ça, c'est un peu casse-pied. Alors, du coup, j'ai tendance à me coucher beaucoup plus tard. Donc, je peux me coucher, par contre, à 2 heures du matin, 3 heures. Je sais qu'il n'y aura pas de problème le lendemain. Donc du coup, j'ai plutôt tendance à me coucher après minuit pour pas avoir ce côté réveillé à 2-3 heures. Parce qu'en plus, quand je me réveille à 2-3 heures, par contre, du coup, vers 5-6 heures, j'ai de nouveau un coup de barre et j'ai envie de redormir. Et là, je peux retomber un peu dans le sommeil et avoir du mal en me réveillant. Donc ça me convient pas encore. Je n'ai pas mon équilibre au niveau du sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Et physiquement, tu as une activité physique régulière Alors, le sport, par exemple, ouais, c'est très intéressant que tu me poses cette question parce que ça a beaucoup évolué, justement. Avant d'être au liquide, je faisais beaucoup de sport. Je faisais du fitness tous les matins. Je m'étais construite une salle de sport dans ma maison. Et donc, tous les matins, au réveil, à 7h du matin, waouh, une demi-heure de fitness. Et puis je nageais 1 à 2 fois par semaine. Je faisais à peu près 1 kilomètre de natation. Et en fait, quand j'ai commencé à être au liquide, au début j'ai continué, puis à un moment donné, j'ai senti que vraiment je le faisais en force, le fitness à 7h du matin. Et que c'était pas fait dans la joie, juste de bouger le corps. Je voyais bien que ça, par contre, je voyais bien que ça me faisait du bien, hein, que c'était très très bon pour mon corps et ma santé, mais émotionnellement, il n'y avait pas vraiment... Donc j'ai complètement arrêté. Pendant des mois, je n'ai pas fait de fitness. Et puis de temps en temps, je me réveille le matin et je me dis « Oh, je bougerais bien un peu ». Et alors là, je pars faire une séance. Mais c'est en fait assez rare. Du coup, ça devient 1 fois par semaine ou pas beaucoup. Et par contre, la natation, ça, j'adore nager. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le début du pranisme... ça ouvre des portes, vraiment, on s'y attend pas. C'est-à-dire que moi, je savais nager la brasse, le dos crawlé, point barre, c'est tout. Et au bout d'1 mois ou 2 au liquide, je me dis, tiens, il faudrait que j'apprenne le crawl. Donc, je suis allée voir sur YouTube. J'ai regardé 2 cours de crawl sur YouTube. Et puis, je suis arrivée à la piscine et j'ai nagé le crawl. Et direct, impeccable. Il y a juste un nageur qui m'a fait 2-3 petits conseils de correction. Et puis, depuis, je nage super bien le crawl alors que j'ai jamais appris. Donc ça m'a sidérée. Et pareil, j'adore nager, donc je continue vraiment ça, mais je m'étais un peu mis dans la tête 1 kilomètre, c'est déjà bien hein, quand même. Et dernièrement, j'ai fait 2 kilomètres et j'en revenais pas. Et j'en revenais d'autant plus pas que c'était un jour où j'avais mangé avant et que je me serais dit, normalement, si je mangeais, j'aurais jamais je ne suis pas revenue. Donc il y a vraiment plein de choses qui changent dans le corps, dans la santé, dans la façon de se comporter. Mais en tout cas, une chose est sûre, ce qui change en principal, c'est qu'on ne peut plus se mentir. On ne peut plus se faire violence, on ne peut plus se mentir. Et du coup, on ne peut plus mentir aux autres non plus. Donc, ça donne... Des fois, c'est compliqué parce que si on se ment et qu'on fait quelque chose contre soi-même, on a le revers tout de suite. Hein. Quand on commence à faire les liens, on voit, il y a tout de suite le revers, il se passe tout de suite quelque chose de désagréable derrière. Oui. Et l'évolution de ton poids en fonction oui, alors... Ouais.
merci de me poser cette question parce que c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé mais qui est aussi important. Alors quand j'ai commencé, j'avais un peu de surpoids par rapport à ce que j'estime être ma norme parce que j'étais pourtant aux fruits mais j'en mangeais beaucoup. Je pense que c'est peut-être lié à ça. Je sais pas, mais enfin j'avais de surpoids. Moi ça varie de 4 à 5 kilos par rapport à ce que je suis là, hein, en moins en plus, donc c'est jamais beaucoup, mais je me sentais un peu en surpoids. Et puis, quand j'ai commencé au liquide, bon, j'ai perdu, mais très lentement, tout doucement. Et puis, je me pesais, et Nicolas, il faisait très attention à ce qu'on ne perde pas. Mais dans ma tête, j'avais une idée. Et c'est là où on voit que j'avais une idée, je m'étais dit, moi, en étant pranique, je vais revenir à mon poids de mes 20 ans. Et donc, à 20 ans, je faisais 47 kilos. Et donc, comme je faisais le processus et donc je devais être à 49-50, et que je faisais le processus avec Nicolas, il n'était pas question de descendre à 47, hein, parce que lui, il surveillait de près, il ne fallait pas bouger, quoi. Et donc, j'étais là, j'étais dans les 48, 49, enfin, je ne bougeais pas, entre 48 et 49, ça ne bougeait pas, c'était assez stable, hein, c'était vraiment stabilisé, quoi. Mais moi, je savais que je voulais aller à 47, que c'était mon poids de 20 ans. Et donc, dès que j'ai arrêté avec Nicolas, je suis descendue à 47 assez rapidement après. Mais après, je n'ai pas bougé. Je suis restée à 47. Mais je sentais qu'à 47, en fait, c'était pas confortable. Parce que j'étais à la limite de ce que j'estimais bien. Donc, du coup, j'avais du mal à... Par exemple, si je commençais à baisser mes calories, je voyais bien qu'il y avait encore la peur. Je ne suis pas du tout sûre d'être passée au-delà de la peur de mourir si je ne mange pas, hein, du tout. Hein, je ne suis pas sûre du tout. Donc pour l'instant, je consomme encore des choses parce que j'ai cette idée que si je mange... Donc je suis restée à 47 un bon moment, mais je sentais que ce n'était pas confortable. Donc c'est peut-être une raison pour laquelle aussi j'ai pas mal remangé, parce que 47, c'était pas OK. Et donc, alors en remangeant pas mal l'année dernière, enfin toute cette année 2023-2024, là, j'ai repris pas mal de kilos. J'ai repris peut-être 6 kilos en tout. Et puis, en fait, dès que je me remets au liquide, j'en repère 3. Et puis, dès que je remange un peu de solide, je reprends 3. Donc, c'est quand même assez stable. C'est vraiment comme ça. Mais alors, du coup, je me suis dit, je vais faire comme Zila. Je vais fixer mon poids de forme à 50. Donc je vous dirai, dans le prochain témoignage, je vous dirai, mais je me programme pour que ça soit dans les 49-50. Voilà, on verra si ça marche. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui? Oui, tu disais à un moment donné que tu avais des genres de boulimie par moment, oui. Pendant le soir, oui. Et que tu remangeais du solide. Oui. Et quand tu remangeais comme ça, c'était sur quelle période? Des fois, ça peut durer une semaine, 10 jours. En général, au bout d'une semaine, je commence à vraiment être pas bien du tout. J'ai énormément de symptômes qui reviennent. Vraiment pas bien. C'est-à-dire que les premiers... En fait, c'est là où je vois que c'est extraordinaire quand même d'être au liquide parce que ça m'a soigné tous mes problèmes digestifs au point que quand je remange solide, j'ai plus de problèmes digestifs. Je peux tout à fait digérer tout ce que je veux, mais n'importe quoi. Mais je vais le digérer pendant les premiers jours. Je vais très bien digérer pendant les premiers jours. Mais au bout de quelques jours, si je mange une semaine d'affilée du solide, là les symptômes reviennent. Et puis là, je commence à me sentir vraiment pas bien. Voilà, des symptômes... je transpire beaucoup la nuit... voire la journée, enfin vraiment des suées. Moi, je suis à l'âge de la ménopause. Au liquide, j'ai aucun symptôme de ménopause. 0 symptôme de ménopause. Quand mes copines me décrivent leurs symptômes, c'est tous les symptômes que j'ai quand je remange solide. Là, j'ai des bouffées de chaleur, je transpire, je suis pas bien, je peux avoir des douleurs dans le corps. Enfin, au bout d'un moment, je suis pas bien. Mon ventre gonfle, je deviens vraiment mal. Donc de toute façon, j'ai pas le choix. Mon corps, il m'amène à revenir au liquide de toute façon. Oui? Une question, du liquide, quand tu dis que tu es au liquide, j'imagine qu'au début, que tu as beaucoup dans le frugivalisme, est-ce que tu es passé sur du liquide plus? Ou comment ça s'est passé? Ou maintenant tu disais que tu as un peu lâché, tu achètes des trucs? Ouais. Du coup, j'ai tout de suite compris que si je restais dans ma cuisine
en plus, moi j'avoue que ne plus faire les courses, ne plus préparer à manger, hein, ne plus laver la vaisselle, ne plus faire tout ça, j'ai tellement de passion et de choses qui me plaisent dans ma vie que je me suis dit ça va me permettre de faire plein d'autres choses. Donc vraiment, ça m'a pas pesé de laisser tomber tout. Pour moi, c'était quand même même si j'adore cuisiner, en fait, j'ai adoré cuisiner. Puis en fait, il y a un temps pour tout aussi. Hein. J'ai eu une période où j'ai énormément cuisiné, j'ai énormément reçu, j'ai fait beaucoup à manger pour beaucoup de monde, et j'ai adoré ça. Mais je sens que je suis plus dans cette période de vie, c'est une autre période de vie qui s'ouvre. Donc du coup, j'ai vu que si je continuais de cuisiner, ce que je voulais en fait installer comme croyance, puisque je pense qu'on vit nos croyances, ce que je voulais installer comme croyance, c'est-à-dire on peut vivre sans manger, bah, il fallait plus que je sois à cuisiner, à faire des courses, etc. Donc je fais le moins de courses possible, j'essaye d'acheter un peu à l'avance pour pas avoir à y retourner régulièrement, et puis je mange que des trucs tout faits, quoi. Enfin, je bois que des trucs tout faits. Donc les végétaux, moi je bois de la chicorée, du lait végétal au chocolat la plupart du temps, un petit peu, mais plutôt le soir. Si je le prends trop tôt dans la journée, ça me fait les mêmes effets que le solide, ça me plombe. Donc chicorée, chocolat, des fois du chocolat à l'eau, du cacao à l'eau, du jus de fruits, pas mal de jus de fruits que des fois je dilue, souvent je le dilue avec un peu d'eau, du jus de fruits. J'essaie d'acheter du jus frais, innocent, là, le jus qui est quand même un peu plus sain, on va dire. Voilà, j'essaie d'acheter des trucs quand même. Et puis par contre, quand je prends de la soupe, c'est des soupes en sachet, là, les soupes Roaco, parce que je trouve ça super pratique. Dans une tasse avec de l'eau, j'ai plus besoin que d'une bouilloire. Moi, j'ai pas eu de période où j'ai fait des jus, d'effets, c'est-à-dire. Tu veux dire des jus quand j'étais au crudivore et maintenant que je suis au liquide? Non, d'abord au début, tu avais fait liquide, mais plus avec du cru ou pas? Pas trop, hein. Comme je me suis fait coacher très vite par Nicolas, lui, il s'en fout complètement de la qualité des aliments. Donc, parce qu'en fait, c'est une question de conscience et on veut vraiment changer de conscience. Donc, on se pose plus du... En fait, c'est vraiment un changement d'état de conscience et il y a plein de vérités qui sont des vérités liées à l'alimentation et à la santé, à cause de santé-alimentation. Toutes les vérités du crudivorisme, etc., elles n'ont plus lieu d'être si on pense qu'on peut vivre sans... qu'on peut vivre d'amour, qu'on peut vivre de la connexion au divin, parce que c'est vraiment ça. Là, je rentre dans les questions techniques et on oublie que c'est vraiment... En rentrant dans le technique, on oublie qu'en fait, ce qui fait qu'on peut arriver à se nourrir comme ça, c'est vraiment d'être aligné avec la source le plus possible, le plus souvent possible. D'être aligné avec l'amour le plus souvent possible. Oui. Est-ce que tu as fait une prise de sang? Ah non, je n'ai pas fait de prise de sang parce que je fuis beaucoup les médecins. Enfin, je fuis beaucoup. C'est pas que je fuis beaucoup, c'est pas vrai. C'est que j'ai jamais voulu accepter la question du médicament pour un symptôme sans traiter la cause. Ça ne rentre pas dans ma capacité de compréhension. Pour moi, on enlève le bouton d'alarme au lieu de... C'est comme si à notre voiture, on a un flash qui clignote et puis on enlève l'alarme et puis on dit bah, la voiture marche bien. Bah, à un moment donné, elle ne marchera plus. Oui. Et moi, je pense que tu nous parles de la joie que tu as par rapport justement à ton alimentation. Comment elle évolue. Alors, justement, moi, et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a des compulsions, c'est que, en fait, dans cette idée de changer vraiment de perspective dans la vie, il n'y a pas cette idée de... J'ai beaucoup aimé manger, j'ai beaucoup aimé aller dans des restaurants, goûter des bonnes choses. J'ai vraiment aimé tout ça. Et bien, ça correspond à une période de vie qui est plus celle que j'ai envie de vivre maintenant. J'ai envie de vivre autre chose. Je ne dis pas que je ne retournerai pas de temps en temps dans un très bon restaurant, mais j'ai envie de vivre autre chose. Et en fait, ça fait partie du détachement, de mon travail de détachement. Voilà, je pourrais être plus claire. En fait,
toute ma vie, ça a été des étapes de détachement. Le premier détachement que j'ai eu à faire, c'est le détachement de mes enfants. C'est un détachement qui est très difficile à faire, mais la vie m'a amené ça. J'ai été obligée de me détacher du côté un peu possessif qu'on peut avoir en tant que mère. C'est mon enfant. Non, j'ai dû apprendre que ce ne sont pas mes enfants. Les fruits ne sont pas pour l'arbre. Ce ne sont pas mes enfants. Et j'ai eu beaucoup de mal à apprendre ça. Ça a été assez violent, mais j'ai dû apprendre ça et à me détacher de mes enfants, que j'adore. J'ai une très bonne relation avec mes enfants, mais ils ne m'appartiennent pas. Donc ça a été un premier détachement. Après, j'ai commencé à me détacher un peu des biens matériels, même si j'adore consommer ou avoir des belles choses ou quoi, mais je pense que je peux aussi bien vivre avec plein de belles choses, aussi bien très simplement. Donc ça, j'ai aussi fait tout un travail là-dessus, et ça, c'est pas fini, ça continue de se faire. Le détachement par rapport à l'attachement affectif, justement dans la relation de couple, ça s'est fait, je sais pas comment, mais ça s'est fait parce que maintenant je me sens vraiment détachée. Et j'ai l'impression que vraiment le dernier attachement que j'ai, c'est vraiment cet attachement à la nourriture, mais pas à la bonne nourriture, hein, c'est l'attachement au fait de manger, au fait de se remplir encore de... En fait, quand je perds la connexion à la source, c'est là où j'ai besoin de me remplir, en fait, clairement. Donc tu perds la joie. Alors la joie, c'est marrant parce qu'au début du parcours pranique, j'ai eu vraiment des montées de joie sans objet. On a ça très vite quand on commence à manger liquide, on a des montées de joie sans objet, très fortes, mais vraiment très très fortes. Et c'était super. Et en fait, dernièrement, j'ai découvert plus la paix. Et donc je peux tout d'un coup devant un paysage avoir une bouffée de joie, mais c'est beaucoup moins fort qu'avant. Par contre, il y a plus une paix générale qui s'est installée, vraiment la paix. Et c'est vraiment ça que je goûte maintenant, c'est vraiment d'être dans une paix, voilà, je peux pas dire permanente, mais quand même très très souvent. Et c'est voilà. Même s'il y a des petits orages ou des petites choses, c'est plus une paix. Voilà, ça. Mais je sens bien que l'alimentation, je reste encore attachée et que ça a encore des choses à me montrer. Des endroits justement qui ne sont pas encore complètement en paix. Mais je peux pas dire que je prenne de la joie à manger parce que en fait, les aliments n'ont plus aucun goût. Les aliments n'ont plus aucun goût et j'ai même pas envie d'aller dans un bon restaurant. En fait, quand je suis prise vraiment par ces pulsions, ça va être vraiment des aliments souvenirs, quoi, des trucs souvenirs, je sais pas pourquoi, des trucs que j'ai beaucoup mangé à certaines périodes de ma vie. Et en fait, tant que j'ai pas été au bout de ça, ça revient. Peut-être qu'un jour, par exemple, la pizza, quelqu'un parlait de la pizza, moi c'est vraiment une envie qui me revient régulièrement. Je crois que Nicolas a dit qu'un jour il avait mangé, ah oui, il avait raconté ça, mais peut-être que je vais devoir faire comme lui. Un jour il avait mangé des pizzas jusqu'à plus en pouvoir. Et ben moi je pense que c'est peut-être qu'il va falloir que je fasse ça un jour parce que la pizza ça revient toujours, mais en général je mange une pizza et c'est tout. Ben, peut-être qu'il va falloir que je mange plusieurs pizzas un jour, vraiment jusqu'à plus en pouvoir pour que je lâche la pizza, je sais pas. On verra. Ça marche pas? Je la fais. Oui. Pour en revenir sur le couple, différents témoignages ont dit qu'à un moment ils ont ressenti le fait de vouloir vivre ça seul ou de séparation. Enfin, il y a eu tout le temps ce côté un peu séparation. Et sans rentrer dans ton intimité, est-ce que toi tu penses que dans un couple, s'il y en a un sur les deux qui ne suit pas ou qui ne comprend pas ou qui n'a pas d'acceptation, est-ce que tu penses que ça peut jouer justement là-dessus? Alors, on a l'exemple il y a l'exemple de Michael Werner qui a écrit un livre qui apparemment, dans le film Lumière, je crois, il dit que lui, il vit en couple.
il est complètement inséré dans la société, il n'est pas du tout dans un milieu pranique, il est pas du tout dans, il est vraiment, voilà, et il vit en couple, et lui il se met à table avec sa femme tous les jours, avec un verre d'eau ou un verre de quelque chose ou un café. C'est ce qu'il dit, il dit que ça lui pose pas de problème. Moi, dans mon cheminement, ça colle pas, mais on est tous différents, voilà. Moi, dans mon cheminement, ça colle pas. Je pense que j'ai besoin aussi de faire cette expérience que je n'ai jamais faite, de vivre seule. C'est peut-être pas pour le reste de mes jours, mais en tout cas, je pense que j'ai vraiment cette expérience à faire. Oui. Au niveau de la connexion que tu parlais, est-ce que tu la perds régulièrement ou est-ce que plus ça va, quel que soit ce qui se passe, tu te sens toujours connecté? Alors, je pense qu'il y a cette paix, je sens comme une espèce de paix qui est installée, qui fait que cette connexion est toujours là. En tout cas, cette sensation d'être aimé par la vie, d'aimer la vie, qu'il y a vraiment une paix et un amour présent tout le temps pour moi, en permanence. Ça, je pense que c'est toujours plus ou moins là, en arrière-fond. Mais de temps en temps, il y a quelque chose qui peut venir me bousculer, mais ça me décentre pas complètement. C'est-à-dire que je sais que je suis dans une petite tourmente, ça peut justement me pousser à manger, mais ça va pas me faire retomber complètement. Enfin, en tout cas pour l'instant, on ne sait jamais ce que demain est fait. Oui, donc c'était par rapport à la relation avec tes enfants. Je voulais savoir s'ils ont eux aussi vécu ta transition, si tu leur en as parlé, si vous avez eu des échanges à ce niveau-là. Alors moi j'ai 2 grandes filles et 2 petits-enfants, donc 2 filles adultes. Alors mon aînée, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Pendant qu'elle était enceinte de sa 2e fille, c'était juste avant que je commence le pranisme, elle a vomi pendant toute sa grossesse. Et à la fin, comme je commençais à faire les processus tout doucement, je lui ai dit, mais ça se trouve, ta fille est pranique, elle ne veut pas que tu manges. Donc essaye de prendre des liquides. Et dès qu'elle a commencé à prendre des liquides, on était en plein mois d'été, elle a bu des jus de pastèque, elle a plus vomi et elle s'est sentie beaucoup mieux psychologiquement et physiquement. Et quand sa fille est née, elle s'est dit, je vais remanger, elle a allaité, je vais remanger. Dès qu'elle a commencé à remanger, sa fille a fait de l'eczéma très très fort. Donc comme elle connaît tout ça, elle s'est remise au liquide. Donc elle est restée quand même pratiquement toute la première année de sa fille. Alors elle mangeait quand même un peu solide, mais elle était quand même beaucoup au liquide. Beaucoup. Et puis là maintenant elle remange du solide, mais avec la conscience que dès qu'elle est au liquide, elle est beaucoup mieux. Et donc elle fait un mix. Souvent elle est plutôt au liquide la journée, et puis le soir elle prend un repas avec sa famille. Parce que faire à manger pour la famille et les enfants, c'est pas toujours évident de ne pas manger. Et puis l'autre, par contre, elle est complètement fermée à ça pour l'instant. Mais sans rejeter non plus. Enfin, je veux dire, on a une bonne relation. Voilà, mais ça ne l'intéresse pas, je ne vais pas lui en parler particulièrement. Elle est adulte aussi. Elle est adulte aussi. Et puis, cette fille-là, ma 2e fille, elle adore faire les bons restos. Donc, des fois, je vais dans un très bon resto avec elle pour lui faire plaisir. Mais c'est vrai que ça fait partie des difficultés un peu sociales, parce que c'est vrai que je me rends compte qu'il y a beaucoup de rencontres sociales qui se font autour de la nourriture. Et s'asseoir au restaurant avec un de ses enfants, c'est un moment de complicité, d'échange beaucoup plus profond. Et ne plus avoir ça, c'est dommage. Mais en fait, il faudra que je pense que j'arriverai un jour à le faire, peut-être en tout cas sans manger. Je le fais déjà, hein. Je vais au restaurant 1 fois par semaine avec mon père et je bois. Exceptionnellement, je mange, mais la plupart du temps, je bois. Voilà. Et la petite fille, elle, après, quand elle est née, elle a mangé comment? Alors, elle a presque 2 ans maintenant, et alors elle adore manger tout et n'importe quoi. Elle est très gourmande. C'est très étonnant, ouais. Très, très gourmande. Donc, je ne sais pas ce que ça donnera plus tard, on verra. Mais ma fille, elle connaît tout, elle a toutes les clés. Maintenant, on verra ce qu'elle fera, parce que c'est pas toujours évident dans notre société, l'école et tout ça. Il faut faire les...
Oui. Qu'est-ce qui t'a fait changer de prénom? Ah. Alors, alors, qu'est-ce qui m'a fait changer de prénom? Donc moi, j'ai changé de prénom et de nom toute ma vie. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que par rapport à mon travail de désidentification de l'ego et de l'identité, bah, ça a accompagné aussi toute cette désidentification, ces changements de prénom et de nom. Et donc, je suis arrivée au monde avec un prénom qui était Christelle. Et comme j'ai été abandonnée à l'âge d'1 an, mes parents adoptifs ont trouvé à 18 mois qu'il fallait changer de nom. Ils m'ont appelée Emmanuel. Donc on m'a changé de nom à 18 mois. Et donc quand j'ai fait tous mes travaux thérapeutiques en EMDR, à un moment j'ai réalisé que il y avait toute une partie de moi intérieure. Quand je faisais du travail psychologique en régression, quand j'étais au-delà de 1 an et demi, si la thérapeute m'appelait Emmanuel, je disais à qui elle parle. Et donc j'ai réalisé qu'il fallait que je reprenne mon premier prénom. Donc j'ai commencé à faire une démarche pour reprendre mon premier prénom et je me suis fait appeler Emmanuel Christelle pendant presque une dizaine d'années. C'était très thérapeutique, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais à un moment donné, ça a commencé à être lourd, parce que Emmanuel Christelle, c'est très symbolique, parce que Emmanuel qui est avec nous et Christelle, disciple du Christ, c'était super au niveau de la démarche spirituelle, mais c'était quand même lourd à porter. Et donc j'ai fait une hypnose spirituelle en février 2022. Et pendant cette hypnose spirituelle, à la fin, la thérapeute demande pendant l'hypnose quel est le nom d'âme ou le nom spirituel d'Emmanuel Christelle. Et c'est Deva qui vient d'un coup. Moi, je ressors de la séance, je me dis, bon, ça ne m'a pas apporté grand-chose, qu'est-ce que je vais faire de ça? Franchement, je vais pas changer de prénom, donc je vois pas l'intérêt de ça. Et puis, j'arrive ici à Lenturel pour mon processus. J'ai dit que j'avais fait un processus en présentiel aussi. J'ai fait 3 mois en visio, mais les 10 derniers jours, c'était en présentiel ici, avec Nicolas. Donc j'arrive ici, et puis les gens me demandent comment je m'appelle. Donc je commence à me nommer Emmanuel Christelle. Et puis, je vois que ça sonnait pas juste. Franchement, je me sentais pas bien, ça collait pas. Les gens savaient pas comment je m'appelais, savaient pas comment m'appeler. Enfin, je me dis non, ça va pas. Et donc, dans le partage, dans le tour, je dis non, il y a un truc qui va pas. Et puis, comme je discutais au téléphone avec une copine, je lui dis, je vais quand même pas me faire appeler Deva. Puis, elle répond pas, je raccroche. Puis, toute l'après-midi, ça a tourné dans ma tête. Je me dis, oh, bah oui, mais si, je dois prendre Deva, c'est ça. Et donc j'arrive au partage le soir et j'annonce ça à Nicolas. Je dis, ben voilà, je lui explique et puis il me dit, ben parfait. Est-ce qu'on peut t'appeler Deva? Ben je dis oui. Ben, tu viens de te rebaptiser. Ben voilà. Et c'est parti comme ça et ça restera comme ça parce que je me sens beaucoup plus à l'aise avec ça, c'est beaucoup plus léger. Et c'est vraiment justement être désidentifié de mon histoire. C'est-à-dire que toute cette histoire, pour moi maintenant, elle ne m'appartient plus, je ne m'identifie plus du tout à ça. Ça a été un parcours, ça a été un cheminement, ça m'a beaucoup appris. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'accompagner beaucoup de gens et de comprendre beaucoup d'histoires différentes parce que je suis passée par beaucoup de choses. Mais je ne m'identifie plus du tout à ça. Voilà. Hier, je ne sais plus, il y a quelqu'un qui parlait du temps présent et je ne sais plus comment elle en parlait, mais ou il ou elle en parlait, mais je commence à vivre tellement au présent que c'est comme si j'avais plus de passé et plus de futur. Alors on est obligé des fois de prévoir des choses, mais je prévois le moins possible, de moins en moins, parce que voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Est-ce que tu continues ton travail de psychologue ? Oui, j'ai encore une activité de psychologue, oui, qui se transforme petit à petit. C'est vrai qu'avec l'évolution que j'ai eue, j'aimerais beaucoup maintenant accompagner de plus en plus des gens qui ont cette ouverture spirituelle et qui ont envie de, à la fois, en effet, traiter les traumas qui restent parce que ça empêche d'avancer, mais qui ont aussi envie d'avancer d'un point de vue spirituel et puis peut-être un jour accompagner des gens au niveau alimentaire. Donc c'est peut-être ce qui se fera dans l'avenir. Ça se transforme, voilà, ça se transforme, mais oui, je continue.
j'espère un jour aussi peut-être accompagner des groupes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Non? Ouais, pardon. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour et je vous remercie vraiment infiniment pour votre écoute et votre présence et votre accueil chaleureux. Merci beaucoup. Merci.